Nous sommes un collectif d'avocats. Enfin, il n'y a pas que moi, tous mes confrères qui sont du Sénégal, du Congo, de France, moi-même d'ailleurs, avons décidé de venir porter main forte à nos confrères camerounais et au candidat Chiroma, dans lequel on lui dit, si demain vous avez besoin d'une contestation extérieure, de porter ce dossier ailleurs, notre disponibilité est entière. Si vous avez besoin de conseils, d'avis, d'appui, nous sommes bien entendu là. Notre rôle aussi, là encore d'avocat, c'est de mettre tout le monde en garde. Nous ne lâcherons rien, nous ne céderons rien et nous traquerons tout le monde jusqu'au bout. Ça, c'est le minimum du devoir que nous avons tous vis-à-vis du Cameroun et des Camerounais. Tout le monde jusqu'au bout, vous parlez de la justice pénale internationale. Oui, bien entendu. Alors certains observateurs évoquent déjà une possible arrestation d'Issa Chiroma Bakary. Ils ne le font pas parce qu'ils l'imaginent, mais parce qu'un certain nombre de menaces sont explicites. Est-ce que c'est une hypothèse que vous prenez au sérieux? Et j'imagine que ces avocats au Cameroun et à l'international ne resteraient pas les bras croisés si une telle chose arrivait. Mesdames et messieurs, bienvenue sur 237 au quotidien, la chaîne qui vous plonge au cœur de l'actualité camerounaise et africaine, minute par minute. Alors si vous voulez tout savoir avant tout le monde, abonnez-vous dès maintenant, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout, likez, commentez et partagez. Merci. Alors d'abord, on regarde tous le Cameroun de loin. On regarde un pays à revenu intermédiaire dans lequel il n'y a que des pauvres. On regarde un pays riche qui ne crée pas de croissance, pas de valeur. On regarde un pays qui n'a aucune raison de ne pas dépasser tous les pays de la région dans lesquels il n'y a pratiquement pas de route, pas d'eau courante et pas d'électricité. Et n'importe quel Africain normalement constitué trouverait ça désolant, voire plus. Et donc c'est le premier regard qu'on a sur le Cameroun. Puis après, on regarde la succession d'élections. Évidemment, on a un regard tout de suite qui nous interpelle. C'est une élection présidentielle à un tour, ça fait bizarre. La deuxième chose qui nous interpelle, c'est que les élections passées se sont toutes soldées par des difficultés. La dernière en date, celle de Maurice Kamto, que je salue, qui s'est produite dans des conditions que nous connaissons tous. Puis arrive celle-là. Celle-là n'est pas comme les autres. Pourquoi elle n'est pas comme les autres? Elle n'est pas comme les autres parce que d'abord, Issa Chiroma n'était pas, au départ, destiné à être candidat. Il est lui-même un apparatchik du parti au pouvoir. Il a été ministre 26 ans, 27 ans, et l'un des ardents défenseurs du président Biya. Et puis, cette élection arrive dans un contexte assez particulier. Un pouvoir vieillissant, un président, l'âge n'est pas un crime, mais l'âge est une difficulté, c'est qu'on n'est pas capable de travailler 10 à 15 heures par jour. Et donc, évidemment, le président Biya n'est naturellement pas capable de le faire. Et donc, ça fait, encore une fois, de cette élection, par rapport à 2018, on a 7 ans de plus, pour son âge, c'est énorme. Une élection singulière et différente qui ne ressemble pas aux autres. Puis donc arrive le président Chiroma qui dit au bout d'un moment, j'ai servi, j'ai travaillé, je connais bien le système, pardon de dire système, ça ressemble un peu à un système, de l'intérieur, et donc j'aimerais bien que cette fois-ci, pour essayer moi-même de comprendre l'avenir de mon pays, de préparer autre chose pour mon pays, de proposer de ma personne, pour être non pas celui pour lesquels les Camerounais vont voter en masse, mais celui qui va incarner le changement. Et il le dit dans des mots simples, mais audibles, en tout cas compris par tous les Camerounais. Je veux un État fédéral, je veux faire un seul mandat, il ne sera pas de 7 ans, mais de 5 ans. Je veux rendre la dignité aux Camerounais parce qu'ils en ont besoin. Et puis je veux surtout, désormais, avoir une nouvelle approche de l'élection qui est la nôtre. Et puis, comme je connais bien comment tout ça marche, la fraude telle qu'elle est préparée, les mouvements de masse, comme on les connaît, ne sont plus tout à fait possibles. En tout cas, je suis capable de les faire. Et son génie a été de dire, je vais aller chercher, vérifier les 18 départements les plus significatifs du pays. J'en fais une espèce de plus que sondage. Et je me dis, si je gagne là, rien ne peut, en tout cas du reste du pays, changer la tendance telle que je la possède. Et je crois que c'est ce qu'il a fait. Et donc tout cela réuni fait que nous avons une élection qui ne ressemble pas à celle qu'on a connue jusqu'ici. Alors, malgré les éléments que Issa Chiroma met en avant, c'est-à-dire la connaissance très précise des procès-verbaux et la mise à disposition publique des procès-verbaux d'un très grand nombre de bureaux de vote qui le posent comme celui qui a gagné effectivement dans les urnes, le prochain rendez-vous, celui de lundi, il a été reporté, c'est le rendez-vous du Conseil constitutionnel camerounais. Beaucoup estiment que ce Conseil constitutionnel est inféodé au pouvoir. Issa Chiroma Bakary a annoncé d'emblée qu'il ne le saisirait pas. Donc c'est une sorte de défense de rupture.
Qu'en pensez-vous en tant qu'avocat? Alors, il y a deux choses. Traditionnellement, dans souvent beaucoup de nos pays, nous avons donc une élection organisée, contestée à la fin, et un recours, plusieurs recours sont faits, souvent pas suivis des faits, on se dit les choses. Je crois que le Cameroun est absolument familier de ce genre de procédé. Le président Chiroma s'est dit, pour une fois, alors que la charge de la preuve ne me revient pas, je vais vous prouver que j'ai gagné. Et donc, je mets à disposition l'ensemble des PV sur en tout cas les 18 départements tests tels que je les ai faits, à la fois sur le nombre d'inscrits sur les listes électorales et le nombre de suffrages exprimés. Et je vous mets à défi qui que ce soit capable de me dire que mes PV ne sont pas bons, qu'ils ne sont pas conformes à la réalité. Et sur ces PV-là et l'ensemble des suffrages exprimés, ils disposent d'une majorité confortable, 64, 63, 65% des électeurs. De telle sorte que les 20% restants, parce que les 18 départements représentent 80% du corps électoral exprimé. Et donc, les suffrages non possédés par lui, c'est-à-dire les 20%, ne sont pas de nature, en tout cas du point de vue de leur nombre, capables d'avoir une influence pour changer la nature de ce qu'on a eu. C'est l'une des rares fois où on avait un candidat à une élection présidentielle qui brandit ses PV, qui les met sur Internet, qui défie qui que ce soit de lui dire le contraire. Si le pouvoir en place était capable de donner des PV contraires, de sortir lui-même ses PV, de demander à une commission internationale de les expertiser, on aurait dit « pauvre menteur, Chiroma ». Le problème, c'est que personne n'est capable, et il défie qui que ce soit de le faire. Et puis donc se pose la question qui lui a été posée, et je vous vois venir là-dessus. Mais pourquoi alors il n'attend pas de saisir le Conseil constitutionnel? D'abord, pardon, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne sert pas à grand-chose. Deux, c'est qu'il est totalement inféodé au pouvoir en place. On se dit un peu les pratiques telles qu'on l'a vu jusqu'ici. Et puis à la fin, pourquoi voulez-vous aller contester auprès du Conseil constitutionnel inféodé une situation qu'il possède lui-même, qu'il met à disposition des Camerounais et que chacun est capable de vérifier ou de contester, si le cas échéant, si tant est qu'elle soit contestable. Nous sommes un collectif d'avocats. Enfin, il n'y a pas que moi, tous mes confrères qui sont du Sénégal, du Congo, de France, moi-même d'ailleurs, avons décidé de venir porter main forte à nos confrères camerounais et au candidat Chiroma, dans lequel on lui dit si demain vous avez besoin d'une contestation extérieure, de porter ce dossier ailleurs, notre disponibilité est entière. Si vous avez besoin de conseils, d'avis, d'appui, nous sommes bien entendu là. Notre rôle aussi, là encore d'avocat, c'est de mettre tout le monde en garde. Nous ne lâcherons rien, nous ne céderons rien et nous traquerons tout le monde jusqu'au bout. Ça, c'est le minimum du devoir que nous avons tous vis-à-vis du Cameroun et des Camerounais. Tout le monde jusqu'au bout, vous parlez de la justice pénale internationale. Oui, bien entendu. C'est-à-dire c'est-à-dire que nous irons devant les tribunaux qu'il faut, nous essayerons là où il faut de faire exprimer la compétence universelle là où elle est possible, et en tout cas, nous ne laisserons pas tous ceux qui auront commis des exactions à l'encontre des Camerounais dans une impunité totale ou partielle. Donc là, vous parlez aux responsables de la police, au fameux ministre de l'administration territoriale qu'on appelle Moulinex, et aux militaires, aux policiers, aux gendarmes, qui ne pourront pas dire qu'ils ont juste obéi aux ordres. Non, ma démarche, encore une fois, n'est pas de menacer ni d'intimider. Je ne suis pas du tout dans ce rôle-là. Je suis avocat et ça s'arrête là. Mais je me dis, si le moment venu, il se trouve que certains ont obéi à des ordres manifestement illégaux, parce qu'aucun ordre n'est illégal quand il vous demande de tuer. Ça n'est pas possible. Si en tout cas des responsables venaient à faire cela, et que nous soyons saisis, et nous le serons évidemment, dans ce cadre-là, nous irons jusqu'au bout. Alors certains observateurs évoquent déjà une possible arrestation d'Issa Chiroma Bakary. Ils ne le font pas parce qu'ils l'imaginent, mais parce qu'un certain nombre de menaces sont explicites. Est-ce que c'est une hypothèse que vous prenez au sérieux? Et j'imagine que ces avocats au Cameroun et à l'international ne resteraient pas les bras croisés si une telle chose arrivait. On n'ose même pas l'imaginer. Je veux dire, le scénario idéal tel que nous le voyons, c'est que, et nous avons des confrères sénégalais avec nous, Lindel, Maître Diordian l'a rappelé hier, le Sénégal de ce point de vue-là est un beau pays en termes d'exemple à donner au continent africain. Le président Macky Sall a téléphoné au président Diomaye pour le féliciter. Le président Macky Sall lui-même avait reçu en son temps
un coup de téléphone du président Abdoulaye Wade pour le féliciter. Le même Abdoulaye l'avait obtenu à l'époque du président Abdou Diouf. Donc le Sénégal nous a donné un chemin, une leçon, et il n'y a pas de raison que le Cameroun soit moins bien que le Sénégal. Donc notre premier souhait, c'est que le président Biya reconnaisse sa défaite, téléphone et félicite d'abord le peuple camerounais pour sa maturité et son envie de changement. Vous imaginez bien que hier, dans notre conférence de presse, une Camerounaise a pris la parole. Elle a 43 ans. Elle n'a connu que le président Biya. Vous imaginez bien la frustration qu'elle a à avoir son pays qui n'est connu en 43 ans qu'un seul président. Et donc, si ce président, donc le président Biya et son entourage pouvaient pour une fois accepter que les Camerounais ont fait un choix, qu'ils ont décidé de faire autre chose et de le proclamer, de le reconnaître et de féliciter le président Chiroma pour son élection. Cela dit, pour répondre à votre question, malheureusement, la bêtise humaine est la chose la mieux partagée parfois. Et donc on n'est naturellement pas à l'abri d'une bêtise, d'une folie, qui va mettre le Cameroun dans une situation d'incertitude totale. On n'en connaît pas les conséquences. Et en tout cas, nous, comme collectif d'avocats, nous attendons évidemment cette hypothèse parce que nous ne pouvons rien exclure. Et bien entendu, nous agirons avec le candidat, son équipe, et surtout avec nos confrères camerounais auprès desquels nous nous tenons prêts pour toutes les hypothèses et toutes les éventualités. La République du Cameroun n'est pas une terre d'habitude, c'est une terre de fatalité électorale. Pendant 43 ans, elle a été gouvernée par un seul homme, Paul Biya, transformant la démocratie en un simple exercice de survie politique. Mais l'élection qui vient de s'achever, dont les résultats sont attendus avec l'opacité d'un secret d'État, a brisé ce consensus de la résignation. La bêtise humaine, pour reprendre les mots de maître Jemal Taleb, pourrait bien avoir atteint un point de rupture historique. Au centre de la querelle, il y a Issa Chiroma Bakary, l'ancien ministre, l'apparatchik du système, qui, par un étonnant retournement, s'est posé en héros du changement. L'intelligence de sa démarche n'est pas d'ordre politique, mais quasi militaire. Il a pris les devants. Chiroma n'a pas attendu d'être volé pour crier au scandale. Il a brandi sa preuve de la victoire. Les procès-verbaux, faits des bureaux de vote. Ces documents froids, ces chiffres bruts couvrent 18 départements, soit 80% du corps électoral. Leur message est simple, brutal. Chiroma est le président élu avec une majorité écrasante de plus de 60%. Il a mis les PV sur Internet, défiant quiconque, y compris le pouvoir et le Conseil constitutionnel, de produire des documents contraires. C'est une défense de rupture inédite. Chiroma a snobé d'emblée le Conseil constitutionnel qu'il juge totalement inféodé. Pourquoi contester sa propre victoire devant un tribunal dont le verdict semble écrit d'avance ? Il a choisi de ne pas légitimer la farce, de ne pas se prêter au jeu du recours voué à l'échec, mais de dénoncer publiquement la forfaiture avant qu'elle ne soit consommée. C'est dans cet interstice entre la preuve et la proclamation que s'est engouffré un collectif d'avocats africains et internationaux. Leur rôle n'est plus de plaider l'équité, mais de brandir le bâton de la justice pénale. Maître Jemal Taleb le dit sans détour. Nous ne lâcherons rien et nous traquerons tout le monde jusqu'au bout. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse glaçante adressée à l'appareil répressif de l'État. Elle vise le ministre de l'administration territoriale, les responsables de la police, les militaires, les gendarmes. Le message est clair. Si la proclamation truquée du Conseil constitutionnel, attendue lundi après un report révélateur, conduit à des violences, à des exactions contre la population qui réclame la dignité et le respect de son vote, alors la compétence universelle sera invoquée. L'impunité, même partielle, est désormais hors de portée. Ce faisant, l'affaire camerounaise sort du cercle de la France-Afrique et des arrangements locaux. Elle est hissée au niveau de la justice internationale, là où la seule obéissance aux ordres ne saurait servir de bouclier. L'enjeu n'est plus seulement la présidence, il est celui de la stabilité régionale. Maître Taleb souligne la singularité d'un pays riche qui ne crée pas de croissance et qui maintient sa population dans la pauvreté et le manque d'infrastructures élémentaires. Mais l'élément le plus explosif est géopolitique. Les grandes villes du Nord, la région sahélienne, Maroua, Garoua, Ngaoundéré, ont massivement voté pour Chiroma. Or, cette région est déjà un baril de poudre.
pauvreté endémique, insécurité absolue, présence de mouvements armés. Si le pouvoir vole l'élection, il ne vole pas seulement une fonction, il vole l'espoir et la dignité du peuple. Il jette un combustible sur une zone déjà précaire. La crise électorale deviendrait un risque systémique capable de créer l'instabilité dans un pays qui est, selon les juristes, la pépite et l'encre de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, le Cameroun est à un carrefour. Soit il imite la leçon sénégalaise, le président sortant reconnaissant sa défaite, soit il plonge dans la folie que la bêtise humaine est capable de produire. Le monde et désormais les tribunaux internationaux observent l'inéluctable dénouement de cette confrontation entre la vérité des PV et la force brute du pouvoir. L'ère de la résignation est peut-être révolue.